La collapsologie, c'est l'étude de l'effondrement des sociétés. Alors, vous pouvez imaginer qu'on habite dans... Je ne sais pas ce qui se passe. Pourquoi ça s'éteint ? Près du micro. Ah, c'est parce que voilà, qu'on habite dans ce petit village charmant et on ne se rend pas trop compte qu'un problème risque de survenir. Et pourtant... Il y a dans le micro. Pardon ? Dans le micro, la bouche. Oui. Je disais qu'on ne se rend pas trop compte qu'un problème peut survenir. Alors, c'est l'objet de la conférence de ce soir. C'est est-ce que on risque un effondrement, et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, la base de cette réflexion, c'est le livre de Pablo Serville, Comment tout peut s'effondrer, qui est vraiment très, très intéressant, très bien fait par quelqu'un qui a beaucoup de sensibilité. Alors, on va aborder des thèmes quand même très anxiogènes, très difficiles, très durs. Et comme vous abordez avec le sourire, c'est bien. Mais, il faut les aborder parce que ça ne sert à rien de se voiler la face. Alors, commençons par l'étude de sociétés qui nous ont précédés. Alors là, encore un livre, c'est bien, parce qu'à la bibliothèque, un livre qui serait intéressant à voir, L'effondrement de Jared Diamond, qui est un livre absolument passionnant. Alors, commençons par le cas de l'île de Pâques, qui est un cas assez emblématique. Elle a été colonisée par les Polynésiens en 1900. À l'époque, vers l'an 900, en 1900, excusez-moi, vers l'an 900. Et à l'époque, c'était une île luxuriante, avec des arbres partout, avec des poissons, avec des forêts, des oiseaux, des coquillages. Et puis en 1600, après une croissance démographique importante, il n'y avait plus un seul arbre, il n'y avait plus moyen de construire des pirogues pour pêcher, des pirogues suffisamment grandes pour aller au large et pêcher, parce qu'ils avaient abattu tous les arbres. La terre était complètement érodée, il y a eu des famines, des conflits. Donc, la situation devient difficile, ça générait des conflits, un chaos politique, et il a même été trouvé des traces de cannibalisme, pour montrer comment une société qui avait des ressources merveilleuses les a dépassées et est arrivé à un effondrement total. Le cas des Mayas, aussi un cas bien connu, qui est un petit peu la même histoire, qui s'est effondré au 8e siècle après une forte croissance démographique, de la déforestation, la sécheresse, l'érosion des sols, et s'entraînaient des famines, des conflits, et ils avaient des chefs qui étaient beaucoup plus préoccupés par construire des monuments que de s'occuper des besoins de base de la population. Ça commence à donner des idées. En revanche, sur une toute petite île du Pacifique, Tikopia, qui avait 3000 habitants sur 25 km², ils pratiquaient une régulation des naissances très stricte. Les arbres étaient sacrés, la pêche était limitée à ce qui était possible sans effondrer les populations de poissons, et même les porcs qui servaient à leur nourriture, ils les ont supprimés parce qu'ils consommaient trop de végétaux, supprimés les porcs. Et puis, ils avaient des chefs qui jouissaient d'aucun privilège et qui partageaient le sort commun. Alors, encore des bonnes idées. Alors, la conclusion de ça, c'est qu'il y a toujours plusieurs causes d'un effondrement, il y a toujours une cause environnementale, et puis un dépassement des ressources disponibles. Alors, pour bien comprendre cette notion de dépassement des ressources, j'ai fait un petit dessin. Supposons que la ligne noire soit le maximum possible avec les ressources disponibles. Une société qui respecterait cette limite, ça serait la courbe verte, et puis pourrait durer longtemps. Au contraire, une société représentée par la courbe rouge, elle va surconsommer, au-delà de la possibilité de son environnement. Elle peut le faire pendant quelque temps, parce qu'elle a des stocks, et puis elle peut le faire aussi pendant quelque temps par une réaction tardive, parce que le système est complexe, c'est grand, etc. Et puis, il y a un moment donné où ça s'effondre, et ça s'effondre brutalement, et à un niveau beaucoup plus bas que le niveau qui aurait été soutenable si on avait respecté les limites. Ce qu'on appelle la falaise de Sénèque. Bon, alors, pour aller un peu préciser un peu les choses, on va parler du rapport Meadows. En 1972, il y a 16 chercheurs du MIT, dont Denis Meadows et puis Jay Forrester, qui est un pionnier de l'informatique, un spécialiste des systèmes complexes. Ils ont modélisé le système Terre en introduisant plusieurs paramètres, la population, la nourriture, l'énergie, la pollution et la production industrielle. Ils ont fait rentrer tout ça, ils ont fait des équations compliquées, et puis ils ont testé plusieurs scénarios.
du plus vertueux au plus... en continuant les choses comme avant, il s'apercevait que dans tous les cas de figure, il y avait un effondrement de la population, un effondrement des ressources, de la nourriture, etc. Alors, ils ont trouvé ça quand même assez triste, ils ont cherché comment on pouvait l'éviter, et ils ont réussi à trouver un modèle dans lequel il y avait une forte augmentation des rendements agricoles et puis une réduction drastique des consommations. Et à ces conditions-là, ils arrivaient à stabiliser la population. En 72, c'était à peu près 4 milliards et demi d'habitants. Aujourd'hui, c'est 7 milliards et demi. Une situation beaucoup plus difficile. Alors le rapport a connu un succès retentissant, il a été traduit dans 30 langues, c'est devenu un best-seller, ça a beaucoup motivé les gens, en particulier Carter, le président des États-Unis à l'époque, qui a pris ça très au sérieux. Malheureusement, son successeur Reagan a balayé tout ça de la main, et puis ils ont laissé tomber aux États-Unis toutes leurs actions d'économie d'énergie, d'énergie renouvelable, de baisse des consommations, etc. Alors, 35 ans plus tard, en 2004, il y a des chercheurs qui ont repris les équations de Meadows en faisant rentrer ce qu'on savait depuis, ce qui était fait en 72, il s'était passé une trentaine d'années, ils ont rentré les données de 30 ans en arrière, et ils se sont aperçus qu'en fait, on avait suivi à peu près parfaitement le modèle business as usual, c'est-à-dire celui où on ne fait rien, et celui qui mène à un effondrement au cours de ce siècle. Bon, c'est des modèles, c'est des mathématiques. Admettons que ça soit pas, que les hypothèses de départ ne soient pas forcément bonnes, parce que c'est très sensible aux hypothèses de départ. Alors, est-ce que l'on dépasse nos limites? C'est ça l'objet de la conférence. Alors, le premier point, c'est la croissance absolument extraordinaire de la population, de notre bien-être, de notre richesse, et puis la consommation d'énergie, qui est la courbe de droite. La courbe de gauche, vous avez la croissance exponentielle de la population et la croissance exponentielle de la richesse et du PIB, et ici, vous avez en parallèle la croissance exponentielle de l'énergie. Il faut bien comprendre que les deux sont intimement liés, et que la croissance de notre civilisation dépend entièrement de la disponibilité d'une énergie. Une énergie abondante et relativement bon marché. Alors la différence, vous la connaissez, elle est fantastique. Hein, moi, quand je suis né, depuis ma naissance, la population mondiale a triplé. En 150 ans, l'espérance de vie est passée de 30 ans à 75 ans. Il y avait à ce moment-là 80% des habitants qui étaient des agriculteurs. Aujourd'hui, ils sont dans les villes. Et puis le développement de tout ce que vous connaissez, des transports, de la construction, de la communication. Et il faut bien comprendre que c'est dû essentiellement une énergie très bon marché qui a permis de remplacer le travail humain par des machines. Les machines remplaçant le travail humain, ça a permis de libérer du temps pour faire des tas de choses, dont l'éducation et plein de trucs. Seulement, cette débauche d'énergie, elle n'est pas durable. Clairement, pas durable. Les disponibilités en pétrole, elles sont déjà commencées à baisser. On a atteint le pic du pétrole il y a quelques années. Les consommations de pétrole continuent à augmenter parce qu'on va chercher des pétroles difficiles à atteindre, des pétroles lourds au prix de dégradation de l'environnement importante, et puis en consommant beaucoup d'énergie pour obtenir de l'énergie. Les schistes bitumineux du Canada, il faut dépenser 3 barils de pétrole pour en récupérer 5. Au début du pétrole, avec 1 baril dépensé, on en récupérait 100. La moyenne aujourd'hui du pétrole traditionnel, c'est qu'on n'en récupère que 16. 1 baril dépensé, on en récupère 16. Les schistes bitumineux qui aujourd'hui qui font l'augmentation de la production de pétrole, encore une fois, je répète, il faut en dépenser 5 pour récupérer 3. Donc on voit qu'on atteint la limite, on est en train de gratter les fonds de tiroir. Donc, comme toute notre richesse et toute mode de vie dépend de cette disponibilité d'énergie, 10 minutes, c'est pas vrai. Encore. Ah non, d'accord. Exagéré quand même. Ah, il a le chronomètre, hein. Donc forcément, notre niveau de vie va forcément baisser. Forcément. C'est mathématique. Bon, alors les autres ressources limitées, c'est les métaux et toutes les ressources minérales. Ça a été multiplié par 15 au cours du dernier siècle. Il faut aller de plus en plus profond pour aller chercher des minerais de moins en moins riches.
Dans une tonne de minerai de cuivre, on récupérait 30 kg de cuivre il y a un siècle. Aujourd'hui, on n'en récupère que 3, 10 fois moins. Donc il faut aller beaucoup plus profond et des minerais beaucoup plus faibles, dépenser beaucoup plus d'énergie. Et c'est la même chose pour des tas de minerais, l'argent, l'or, le plomb, le zinc, le nickel, mais aussi, ce qui est très important à comprendre, des métaux rares qui sont indispensables à la société technologique moderne, à l'informatique, aux panneaux solaires, aux éoliennes, aux voitures électriques, comme l'indium, le terbium, le néodyme, le cobalt, qui sont aussi des ressources limitées. Et en plus, c'est des ressources très polluantes qui nécessitent de grandes quantités d'eau. Alors, j'ai mis 2 photos pour l'illustrer. Ça, c'est l'exploitation du cobalt en République du Congo par des enfants. Et ça, c'est ce cobalt qui est indispensable pour les voitures électriques, comme pour le téléphone portable. C'est effectivement assez choquant. Et ça, c'est des mines de terres rares en Chine. Il y a de telles pollutions autour de ces bassins de décantation que les villages autour, on les appelle les villages du cancer. Bon, alors maintenant, l'autre point très important, c'est la production agricole. Les rendements ont été multipliés par 8 depuis la dernière guerre. Grâce à la mécanisation, grâce aux intrants, au phosphore et aux intrants et aux pesticides. Le phosphore en particulier, qui est indispensable, c'est comme pour les ressources minérales, le phosphore, on l'a dans les mines, il n'est pas renouvelable. Autrefois, on dépendait les excréments dans les champs, le phosphore était recyclé, aujourd'hui ça va tout à l'égout, et il faut aller chercher le phosphore dans les mines. Et des mines de phosphore, eh bien, là aussi, c'est comme pour le cuivre, comme pour les autres métaux, on atteint bientôt le maximum, et quand on n'aura plus de phosphore, on aura bien des ennuis pour maintenir les rendements agricoles au niveau où ils sont. Les rendements baissant, on pourra difficilement nourrir de la même manière qu'aujourd'hui la population, surtout si elle augmente. Ceci s'ajoute les problèmes de l'eau. 40% des récoltes mondiales, se font sur des terres qui sont irriguées. Il faut apporter de l'eau. Et puis, il y a une érosion, on en a beaucoup parlé ces temps-ci, une érosion des surfaces, une érosion des terres qui disparaissent. Donc la terre arable, l'humus disparaît. Donc on ne pourra pas maintenir les niveaux agricoles au niveau où ils sont aujourd'hui. Donc des problèmes de famine, des problèmes d'émigration. Alors, le problème suivant, tout aussi dramatique, c'est l'eau. L'ONU considère que la demande en eau dépassera largement la production globale en 2030. Les nappes phréatiques s'assèchent dans 20 pays. Dans 20 pays, les nappes phréatiques s'assèchent, qui représentent 50% de la production céréalière. Donc aujourd'hui, il y a déjà une baisse de la production céréalière par habitant. Ça a posé des problèmes en Syrie, par exemple. Au départ des révoltes en Syrie, c'est des problèmes de famine. Et puis, la fonte des glaciers entraînera gravement les populations en aval. Et l'UNESCO, dans une conférence toute récente, considère que 5 à 6 milliards d'habitants manqueront d'eau en 2050. Pas toute l'année, mais quelques mois dans l'année. 5 à 6 milliards d'habitants manqueront d'eau en 2050. C'est absolument dramatique. Bon, alors, le climat, c'est aussi un gros morceau. Combien de degrés, combien de réfugiés, combien de cyclones, quelle montée d'eau? Alors, depuis les accords de Stockholm en 1972, puis de Rio en 1992, on n'a jamais cessé d'augmenter la quantité de CO2 que l'on met dans l'atmosphère, contrairement à ce qu'on devrait bien nous faire croire. Et la consommation d'énergie carbonée continue à augmenter. En 2017, elle était encore plus importante qu'en 2016. Donc il n'y a aucune raison que ça s'améliore. Il n'y a aucune raison qu'on puisse obtenir 2 degrés, l'objectif en 2050, plutôt à la fin du siècle. Donc je reviens à mon graphique de l'énergie de tout à l'heure. Rappelez que cette consommation formidable d'énergie, c'est ce qui nous donne notre niveau de vie aujourd'hui. Pour tenir 2 degrés en 2050, il faudrait remplacer toutes les énergies carbonées, ou au moins les 3/4, c'est-à-dire de pétrole, de charbon et de gaz, d'ici 2050, en 30 ans. Tout en gérant l'intermittence de ces énergies, si on remplace par des énergies renouvelables. Alors les énergies renouvelables, le vent et le soleil, je ne sais pas si vous voyez le fond de la salle, mais c'est la petite ligne bleue.
Il y a des gens qui ont calculé tout récemment, dans une université américaine, que pour remplacer toute la barre bleue ici par les énergies renouvelables, vent et soleil, il faudrait 370 ans, 400 ans, à la vitesse à laquelle on implante le solaire aujourd'hui. Bon, on aura grillé avant. Tenu qu'il faut aussi gérer donc l'intermittence et le stockage de cette énergie pendant l'intermittence, et ça va coûter des sommes très importantes. L'Allemagne qui a réussi à mettre un peu d'éolien dans son mix énergétique, de l'ordre de 20%, a dépensé 300 milliards. 300 milliards pour faire 20% de solaire dans son mix énergétique. 15 minutes, je pense, c'est pas possible. Donc je vais être obligé d'accélérer les choses. Je voulais dire qu'il y a 3 facteurs essentiels dans ce problème. Il y a nous qui ne sommes pas faits pour anticiper ces crises. Il y a le capitalisme marchand et l'industrie qui considère que la nature est une source infinie permettant une croissance infinie grâce au perfectionnement infini des techniques. Et puis il y a les hommes politiques qui sont schizophrènes. Et en particulier, on se rappelle de Bush ou Reagan qui était convaincu qu'il n'y a pas de limite à la croissance et au progrès humain. Donc il paraît extrêmement peu probable qu'on arrive effectivement à prendre des actions globales au niveau des nations, au niveau des hommes politiques, pour prendre des mesures draconiennes qu'il faudrait prendre et qui entraîneront un effondrement de l'économie. Personne ne va le proposer. Et pourtant, c'est ce qu'il faut faire. Alors, vite les solutions. Je passe sur les différents stades de l'effondrement. Vous les lirez dans un livre très bien fait de Dimitri Orlov, les stades de l'effondrement. Alors, Pierre Kropotkin, en 1902, a écrit un bouquin sur l'entraide, un facteur de l'évolution. Alors, un peu par opposition à la théorie de Darwin, qui défend, lui, au contraire, que l'évolution, c'est la loi du plus fort dans une compétition pour la vie. Ce sont les meilleurs et les plus brillants qui triomphent, le premier de cordée, vous connaissez l'histoire. Alors qu'au contraire, Kropotkin, qui a étudié la faune en Sibérie et dans des milieux hostiles, démontre que ce sont les sociétés pratiquant l'entraide qui résistent le mieux. Donc dans des milieux abondants, c'est effectivement la concurrence qui va jouer. Dans des milieux hostiles, c'est l'entraide qui va être le facteur prépondérant. Et il faut s'en inspirer. Il y a dans la nature de multiples exemples de coopération à l'intérieur des espèces et entre les espèces. Et je n'ai pas le temps de développer, mais c'est un facteur important de la résilience. Dans une optique post-effondrement, la meilleure réponse se trouvera dans des petites sociétés, plus ou moins autarciques, pratiquant la compassion, le partage, et l'entraide sera la seule solution pour surmonter un environnement devenu très difficile. Et je vais conclure avec une citation de Stephen Hawking, le grand savant qui est mort ce mois-ci, et qui a dit « Nous allons devoir nous adapter, repenser et modifier certaines de nos hypothèses fondamentales sur ce que nous entendons par la richesse. Comme des enfants, nous allons devoir apprendre à partager entre les nations et à l'intérieur des nations. Et si nous échouons, je ne serai pas optimiste pour le futur de notre espèce. » Alors, c'est une question et pas une question. Enfin, à mon avis, vous n'allez pas pouvoir répondre, mais c'est pas grave. D'abord, non mais personne ne pourrait répondre, c'est ça que je veux dire. Pas vous, mais personne. D'abord, c'est une constatation. Je suis bien contente que l'entraide et le partage et tout ce genre de choses que j'essaie, moi, de pratiquer, eh ben, c'est ce qu'il faille faire et je continue à lutter pour ça et ça me fait bien plaisir. Après, ma petite question ouverte qui est pour tout le monde et à mon avis, personne n'y répondra, c'est on sait tout ça. On connaît beaucoup de choses à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'on attend? Je crois que tout le monde ne sait pas. Voilà, c'est pour ça que je dis personne n'y répondra, mais voilà. Moi, ce que je peux dire par rapport à ça, au niveau individuel, on peut faire des choses. Il y a plein de gens qui font des choses au niveau individuel pour réduire leur empreinte écologique. Mais il faut bien voir que ça a très peu de poids au niveau du monde. Et c'est des décisions politiques qui changeront les choses. Oui. Ce qu'on peut faire individuellement, ça sera très utile pour plus tard. Ça sera très utile quand on sera dans une situation beaucoup plus difficile. Et il faut le faire. Mais il ne faut pas attendre de ça qu'on change complètement
la façon dont notre monde consomme, et ça change complètement les écarts de richesse, parce qu'il y a aussi un problème très important, je n'ai pas le temps d'en parler, les écarts de richesse entre les pays pauvres et les pays riches, entre les gens pauvres et les gens riches dans une même nation, c'est les pays riches qui consomment le plus, et c'est les gens riches dans les pays riches qui consomment largement le plus. Donc tant qu'on n'arrive pas à réguler cette affaire-là, c'est évident, et c'est politique ça. Alors c'est politique, oui, non, il y a une façon de faire, comme on dit, individuelle. C'est-à-dire que si chacun arrête de consommer comme on ne doit plus consommer, et donc met en danger les industriels, et donc met en danger les politiques, ils finiront par bouger. Absolument. Maintenant, c'est des petites gouttes d'eau pour l'instant, mais on finira par faire quelque chose de bien. Ils ne vont pas se tirer des balles dans les pieds tout seuls, ils sont pas idiots. C'est l'île de Pâques, hein. Enfin, voilà, ils n'ont rien fait avant l'effondrement. Et je pense qu'il ne se passera rien avant notre effondrement. Mais c'est très difficile individuellement. Il y a beaucoup de groupes on le voit dans les campagnes et tout, qui reviennent à la tribu, dans une manière de s'aider et plus au large avec les voisins, etc. Et que politiquement, je veux dire, tout ça est en train de se casser volontairement. C'est-à-dire que les gens sont dispersés, ils vont travailler à l'autre bout du monde, enfin à l'autre bout de la France ou d'ailleurs, quand ils trouvent du travail. Et c'est un calvaire, je veux dire. Et on isole les individus, ils ne peuvent plus communiquer, on leur fait des routes, on supprime les trains, tu vois. Bon. Il y a peut-être d'autres questions. On C'est la place à d'autres questions. Non, mais c'est non, je suis d'accord avec vous. C'est pas vraiment une question, mais j'avais rencontré un moine pendant un voyage au Laos avec qui on avait discuté un petit peu de tout ça. Et il nous avait dit, de toute façon, la situation est critique, mais tant qu'elle n'est pas catastrophique, il ne se passera rien. Et souvent, je pense à cette phrase-là, c'est critique, mais pas catastrophique. Et les gens qui bougent aujourd'hui, c'est parce que pour eux, c'est catastrophique. Pour les autres, ça reste critique. Ouais, sauf que quand ça sera catastrophique, ça sera complètement foutu. Il n'y aura plus de solution pérenne pour fonctionner. Mais déjà aujourd'hui, quand vous regardez le climat, ça va être très difficile de dire les objectifs. L'eau, c'est un vrai problème, il n'y a pas de solution. Il y en a quelques-unes. Quelques-unes, mais donc ça paraît quand même... Vous avez une question par exemple ? Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Est-ce que vous ne croyez pas que la meilleure solution, ça serait d'augmenter le prix des énergies? Alors la question c'est, est-ce que la meilleure solution serait d'augmenter le prix des énergies? Le pétrole, certainement, oui. Tout ce qui est énergie carbonée, c'est une façon d'en sortir, de se sevrer, c'est d'augmenter forcément le prix. Justement. Du coup, ça, effectivement, ça empêcherait la répartition équitable entre les gens. Ça donnerait un avantage aux énergies renouvelables. Encore que les énergies renouvelables, il ne faut pas se faire trop d'illusions. Parce que, comme je vous l'ai dit, les composants vont devenir rares. Le déodyme en particulier pour les moteurs des éoliennes, des composants pour les panneaux solaires, on ne pourra pas remplacer par les énergies renouvelables, les énergies qu'on consomme aujourd'hui, au même niveau, et garder le niveau de notre niveau de consommation. On peut envisager de passer à beaucoup plus de renouvelables, mais à condition de réduire de façon drastique, très importante, notre consommation. Alors si on augmente le prix de l'énergie, du coup ça va nous faire penser à comment on consomme. Ah oui, non mais c'est... Du coup changer la façon de consommer. Bien sûr. Donc, Si on passe en autonomie, on sera payant. Mais du coup, ça va profiter encore toujours aux mêmes. C'est ça. Ceux qui ont les moyens, ils continuent. Ceux qui ont les moyens continueront, voilà. ouais, mais ceux qui n'ont pas les moyens, Bah, ils passeront en c'est la autonomie. majorité. Ils passeront en autonomie, ils se débrouilleront autrement. Comme fait l'éco-hameau de la maison autonome là, en Bretagne, comme ils ont créé eux. Maintenant, ils ont un éco-hameau, comme font d'autres, en étant en autonomie tout seul et en se débrouillant tout seul. En passant par du solaire, en passant par d'autres énergies qui ne coûtent pas grand-chose. Et on va tous, enfin, ceux qui ont de la débrouillardise s'en sortiront. Oui. Parce que tout ça, du coup, à force de se débrouiller tout seul, est-ce qu'à un moment donné, on va pas être taxé parce qu'on a des récupérateurs d'autres pays? Est-ce qu'on a des machins? Ah bah, de toute tu façon, te débrouilles tout seul, mais par contre, du coup, nous, on n'a plus rien. où ils trouvent des solutions pour taxer, où ils trouvent des solutions pour t'empêcher de le faire. Donc c'est l'un ou l'autre. De toute façon, on saura quand on y sera, mais...
Alors, est-ce qu'il y aurait une dernière question, peut-être? C'est pas une question, mais je trouve ça paradoxal de pouvoir appeler science de l'effondrement, d'étudier des sociétés qui se sont déjà effondrées, et de considérer que la nôtre est en effondrement, de la regarder s'effondrer, je trouve ça un peu cynique en fait. Je ne sais pas que c'est paradoxal, je pense que c'est la nature des sociétés. J'ai lu l'histoire d'un petit village de pêcheurs qui pêchaient la baleine au nord de la Sibérie, et c'était leur seule source de revenus. Ouais. Et ils ont pêché la dernière baleine, ils savaient bien qu'après ils allaient mourir. Ils ont quand même pêché la dernière baleine. La même chose pour l'île de Pâques, je pense qu'on est dans cette situation-là. Alors, juste, je signale là, j'ai une liste de livres dont j'ai utilisé largement pour cet exposé. Et puis, à la dernière ligne, vous avez un groupe Facebook qui s'appelle Transition 2030, qui est vachement intéressant. Et je vous conseille d'aller regarder ce groupe Facebook. Là, il y a plein d'articles intéressants, il y a plein de gens intéressants.